Voilà, je pense que c'est bon. Et bien donc, bonjour à toutes et à tous. On est très heureuse de vous retrouver avec Pauline pour ce deuxième webinaire dédié à la CSRD et au fait de démystifier cette CSRD qui peut sembler parfois complexe. Alors donc moi je m'appelle Stéphanie Fellen, j'ai fondé et je dirige le cabinet Smart to Circle. Je suis donc accompagnée de Pauline Rothberg, qui est experte G senior, qui va vous expliquer tout au long de ce webinaire le contenu, le contenu de l'ECRS E1, changement climatique. Alors moi, avant tout, avant de donner la parole à Pauline, peut-être juste un petit point sur ce qu'on va aborder aujourd'hui. Vous en saurez plus à la fin du webinaire sur les bases de la CSRD. Le principe de double matérialité, même si on ne va pas trop s'attarder sur ce principe-là, si vous le souhaitez, le tout premier webinaire était vraiment dédié à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller le consulter, il est sur notre site. Un petit peu de jargon CSRD, des IRO, des PAC MDR, etc. La structure et le fonctionnement des standards ESRS et les caractéristiques de certains poids de données de l'ESRS E1. Alors pour l'aspect pratico-pratique, on aura un temps en fin de webinaire pour répondre à vos questions. Pour cela, n'indiquez pas vos questions dans la conversation, mais plutôt dans le petit onglet Q&R, questions-réponses, et comme ça nous permettra de les parcourir en fin de webinaire. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, peut-être juste quelques mots sur Smart to Circle et puis alors un petit point sur quand même un sujet important de la CSRD. Donc nous, notre mission, c'est de donner le pouvoir à n'importe quelle entreprise de changer de monde grâce à son business. Au niveau de nos services, on fait de l'ESG du lundi matin au vendredi soir, on ne fait que ça. On fait concrètement du bilan carbone, des stratégies ESG et des rapports extra-financiers qui sont bien entendu conformes ou non à la CSRD. Et on accompagne également certains clients qui auraient besoin d'accompagnement pour obtenir des labels du style EcoVadis ou Bicorp. On est une équipe d'experts ESG, on est 12 personnes chez Smart to Circle, tous spécialisés en ESG. On a accompagné des dizaines et des dizaines d'entreprises. J'avais compté, je pense qu'on a presque 150 entreprises accompagnées depuis nos débuts dans tout secteur d'activité. Ça va de la construction, l'hôtellerie, l'industrie, le service. Donc, c'est vraiment le retail, la santé, très, très large. Et alors, comme je vous disais, avant de donner la parole à Pauline pour aller sur le sujet du changement climatique, un petit point sur cette question épineuse de savoir si la CSRD va disparaître ou pas. Alors, je ne pense pas, bien entendu, qu'elle va disparaître, mais pourquoi je vous en parle? Et peut-être juste un petit mot par rapport à notre position sur le sujet. Il y a eu, début d'année, une annonce ici par le vice-président exécutif de la Commission européenne, d'une potentielle suppression de la CSRD. Alors, je vous dis, pour moi, la CSRD ne va pas disparaître, bien entendu. En revanche, l'Europe a mis en place une législation appelée Omnibus, qui vise à simplifier toute une série de démarches administratives en Europe, qu'il s'agisse de CSRD ou de l'agriculture ou d'autres volets. Donc, c'est vraiment un gros paquet qui vise, voilà, comme ça le dit, à simplifier les démarches administratives au niveau européen. Donc, disparaître, non. Par contre, peut-être s'alléger, peut-être ajouter des tailles d'entreprises intermédiaires, on verra. On le saura le 26 février prochain. En toute logique, s'il n'y a pas de report, mais en tout cas, la date, elle est prévue au 26 février pour savoir quels seront les changements apportés à la CSRD. On organisera un webinaire sur le sujet dès qu'on aura évidemment les informations. Alors peut-être juste notre position par rapport à ce sujet, peu importe ce que l'Europe fera. En fait, nous, avant qu'il y ait la CSRD, donc la CSRD, ce n'est qu'une obligation d'appliquer une norme qui existe depuis 30 ans. Donc le reporting ESG, il existe depuis 30 ans déjà, mais il n'y avait pas d'obligation de le faire. La CSRD, elle amène une obligation. Donc nous, avant qu'il y ait la CSRD, on entendait de nos clients et des entreprises qu'on on a envie de mesurer nos actions, de créer une stratégie qui fait sens, on veut avoir de l'impact. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est on doit faire du reporting, on n'a pas le choix, on ne sait pas quelles données on va devoir divulguer, on ne sait pas où, si on a ces données, etc. On a entendu parler de plus de 1000 data points. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose qui fait peur. Et puis alors, on entend des choses du style, je vois pas pourquoi on m'obligerait à acheter des voitures électriques alors que Trump fait ce qu'il veut. Et donc, on se retrouve, et je vous en passe, et donc on se retrouve avec une CSRD qui fait peur aux entreprises, et à juste titre,
puisque elle est venue complexifier quelque chose qui finalement était relativement simple. Un rapport extra-financier, je vous dis, il y a une norme qui existe depuis 30 ans et c'est quelque chose de simple. Sauf que l'Europe, elle a fait ce qu'elle sait faire, elle a un petit peu compliqué les choses. Donc nous, notre position, c'est de bien garder à l'esprit que le plus important, c'est le pourquoi on le fait. Alors, au niveau de la CSRD, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut harmoniser. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Pardon. Elle veut faire en sorte que toutes les entreprises publient des informations de la même manière. Donc ça, je vous dis, c'est comme en finance. En finance, il y a des normes qui existent et des obligations. Et en ESG, il y a une norme, il n'y avait pas d'obligation. Donc c'est plutôt une bonne chose. En revanche, sur le comment elle a fait ça, elle l'a fait de manière très, très, très complexe. Donc on va en parler par la suite, hein, mais plus de 1000 data points, 250 pages, des choses assez parfois incompréhensibles. Et sur le quoi, on se retrouve avec quoi? Un rapport de centaines de pages qui ne sera certainement jamais lu par personne. Donc, c'est pas vraiment selon nous, c'est pas vraiment le sens d'un rapport ESG. Pour nous, ce qui est important, c'est de revenir à l'essentiel. Donc, revenir à l'essentiel, c'est de garder l'intérêt du pourquoi. Le pourquoi, c'est qu'il y a une urgence climatique, il y a une urgence sociale, il y a une urgence aussi économique pour nos entreprises. Donc, c'est du et. Donc, c'est et faire en sorte que les entreprises soient pérennes, fassent du chiffre d'affaires, puissent assurer une certaine croissance, respectent les humains, respectent l'environnement. Sur le comment, c'est de le faire en co-construction, c'est de le faire en symbiose avec l'entreprise, avec les différents partenaires au sein de l'entreprise. Et le quoi, alors c'est peut-être pas un rapport qui ressemble à ceci d'une seule page, mais en tout cas pas des rapports à rallonge qui ne servent à rien et que personne ne lit, qui finissent dans des tiroirs. Donc ça, c'est vraiment notre position, c'est d'avoir un reporting qui fait sens, qui sert, qui est lu et qui permet surtout à l'entreprise de rendre compte sur ce qu'elle fait pour se rendre compte et être sur la bonne voie d'une amélioration. Alors, on n'est pas les seuls à penser ça, et puis je laisserai la parole à Pauline pour la suite. Mais pour votre information, il y a de nombreux réseaux d'entreprises, notamment en France, qui ont pris position aussi pour simplifier la CSRD sans renoncer à ses ambitions. Donc, c'est vraiment important de garder le principe d'obligation de reporting et l'ambition, mais de le simplifier. Et donc là, dans ce mouvement futur CSRD, vous avez des entreprises, typiquement, tout le mouvement d'entreprises à impact, c'est 15 000 entreprises. Les entreprises à mission, les entreprises qui ont le label B Corp, donc même les entreprises qui sont déjà à impact et qui ont une démarche de durabilité assez forte se positionnent aussi pour dire, attendez, il faut ramener du sens dans tout ça. Donc voilà pour la petite introduction pour ma part. Je vais vous laisser en bonne compagnie de Pauline qui va prendre la suite de ce webinaire. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Donc ici, avant de passer dans l'aspect plus technique de ce que c'est le SRS E1, donc pour le changement climatique, on va faire une brève introduction donc sur le contexte autour de cette CSRD. Donc CSRD pour Corporate Sustainability Reporting Directive. Donc en fait, c'est une directive vraiment qui a été mise en place par l'Europe dans le but de cadrer les informations autour de la durabilité. Donc, ce que veut l'Europe, c'est finalement que les entreprises prennent soin d'elles en évaluant les risques qu'elles pourraient avoir sur le volet social, environnemental et de gouvernance. Au total, cette CSRD, elle concerne environ 50 000 entreprises en Europe. Alors pourquoi l'Europe a décidé de mettre en place cette CSRD? Donc comme Stéphanie l'a dit, la CSRD, c'est pas quelque chose de neuf. Enfin, le reporting, il existait déjà avant. Il y avait des milliers d'initiatives sur le reporting, différents types de reporting. Alors il y avait des référentiels qui étaient plus ou moins reconnus à travers le monde. Et alors en fait, ce qui posait problème, c'est qu'on s'est retrouvé avec des entreprises qui appartenaient à un certain secteur, qui faisaient bien leur job, entre guillemets, qui faisaient un bon reporting selon un bon référentiel. Et puis, à côté de ça, on avait des entreprises du même secteur qui, peut-être, elles, prenaient un petit peu moins à cœur le travail. Et donc là, on voit des déclarations mensongères ou un manque de transparence. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle le greenwashing. Et donc finalement,
Mais on s'est retrouvé dans des situations injustes où des entreprises étaient comparées entre elles, puisqu'appartenant au même secteur, alors qu'une avait bien fait son job et l'autre peut-être un peu moins. Donc l'Europe a vraiment voulu mettre en place cette directive pour cadrer, donc vraiment dans le même but que finalement les États financiers, de mettre des normes derrière pour que les rapports puissent être comparables, les données fiables et crédibles. Alors, cette CSRD, depuis qu'elle est sortie, il y a déjà eu quelques enquêtes pour savoir si finalement, voilà, elle fait peur, cette CSRD, mais finalement, est-ce qu'il y a des avantages à l'implémenter? Il y a notamment eu une enquête de PwC en 2024 qui est sortie et qui interrogeait 547 répondants, donc c'est plus ou moins tous des cadres de haut niveau. Et ce qui est important à garder à l'esprit, c'est que finalement, ces 547 répondants, pour la majorité d'entre eux, ils appartiennent à des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Alors, c'est clairement pas représentatif de toutes les entreprises, mais ça donne une bonne idée. Donc, cette enquête, qu'est-ce qu'elle dit? Elle a posé la question à ces entreprises et elle a demandé, mais finalement, est-ce que vous voyez des bénéfices à implémenter cette CSRD? Alors, entre ceux qui sont les premiers soumis à cette CSRD, donc c'est-à-dire les entreprises cotées vs les grandes entreprises qui ne sont pas cotées et qui devront, elles, faire ce reporting plus tard, donc en 2026, il y a déjà un petit peu des différences et notamment expliquées par le degré d'implication dans lequel elles sont déjà dans ce voyage, si je peux dire, CSRD. Au niveau donc des avantages, pour ces entreprises qui sont déjà avancées dans la CSRD, elles y voient que ça leur a permis de mieux s'engager avec leurs parties prenantes, que ce soit interne ou externe. Ça leur permet aussi une meilleure gestion des risques et il y a aussi un avantage compétitif. Et donc on voit, c'est le rouge un peu plus clair, un peu plus vif. Et puis après, le rose un peu plus clair, ça, on voit que ce sont les entreprises qui sont soumises seulement l'année prochaine et qui sont un peu moins loin et qui voient peut-être un peu moins d'avantages que les autres qui sont déjà plus avancés. Autre question intéressante qui a été posée, c'est finalement, mais qui sont les départements impliqués dans cette CSRD, qui est mis autour de la table? Et en fait, on se rend compte que s'il y a un département Sustainability, il est quasiment toujours inclus dans le process CSRD. Et ce qui est intéressant avec la CSRD, c'est finalement qu'on met autour de la table beaucoup de départements de l'entreprise et ça permet qu'ils dialoguent entre eux sur des sujets finalement donc liés à l'environnement, le social et la gouvernance qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de faire et qu'ils n'auraient pas fait si la CSRD n'était pas là. Alors, si maintenant on rentre un peu plus dans le sujet du changement climatique, avant toute chose, ce qu'il est important de rappeler, c'est que cette CSRD, donc on l'a dit, c'est pas quelque chose de nouveau. Enfin, c'est pas le reporting de durabilité, c'est pas quelque chose de nouveau. La CSRD, par contre, ce qu'elle a de nouveau, c'est le concept de double matérialité. Double matérialité, matérialité, c'est un synonyme d'importance. Donc, double importance, si vous voulez. Pourquoi double importance? Parce que la double matérialité, c'est en fait composé de la matérialité d'impact et de la matérialité financière. En fait, ces deux matérialités-là, c'est deux visions différentes. Donc l'Europe va demander qu'on récolte des données non seulement sur, mais finalement, les enjeux sociaux, les enjeux environnementaux, les enjeux de gouvernance, comment est-ce qu'ils impactent mon business à moi? Comment ça impacte mes activités? Donc, par exemple, comment est-ce que des canicules ou des inondations peuvent impacter mon business? Et inversement, ça c'est ce qu'on appelle la matérialité d'impact, comment moi, mon activité, j'ai une influence sur les enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance. Donc, est-ce que moi, j'ai participé au fait que j'ai artificialisé les sols et donc il y a eu davantage d'inondations localement? Alors, cette matérialité, donc, cette double matérialité, elle se mesure d'une part avec donc ce qu'on appelle la matérialité d'impact. La matérialité d'impact, elle est composée d'impacts. Des impacts, ce sont des conséquences. Alors, les conséquences, elles peuvent autant être positives que négatives. Une conséquence positive, c'est si votre activité permet, par exemple, de réduire les inégalités. Ça, c'est un impact positif, c'est une conséquence positive de votre activité. Vous pouvez aussi avoir des impacts négatifs, donc liés, par exemple, si vous polluez des eaux douces avec des microplastiques, mais c'est ce qu'on appelle un impact
négatifs. Et puis dans ces impacts, vous avez des impacts réels et les impacts potentiels. Un impact réel, c'est un impact qui se passe déjà aujourd'hui, alors qu'un impact potentiel, c'est quelque chose de potentiel qui peut arriver dans le futur. Au niveau de la matérialité financière, elle se mesure à travers quoi? À travers les risques et les opportunités. Donc un risque financier ou une opportunité financière, autrement dit un avantage. Si vous avez que la taxe carbone, que vous êtes soumis à la taxe carbone et que cette taxe carbone augmente demain à cause des régulations, des nouvelles lois en place, dans ce cas-là, ça peut représenter un coût. Donc c'est un risque financier. Alors que, par exemple, si votre business, vous vous êtes rendu compte que vous aviez une technologie pour améliorer la santé publique, dans ce cas-là, vous pourriez avoir, grâce à cette technologie, amélioré donc la santé publique et bénéficier de financements publics ou autres. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle plutôt une opportunité financière. Et donc ensemble, quand on regroupe les impacts, les risques et les opportunités, c'est ce qui forme la double matérialité. Et donc voilà en fait cette double matérialité d'un point de vue graphique. Vous avez sur l'axe désordonné la matérialité financière, donc qui se mesure avec les risques et les opportunités, et puis sur l'axe des abscisses, la matérialité d'impact qui se mesure avec les impacts. Les boules ici, ce sont des enjeux. Donc on a par exemple le changement climatique, le bien-être animal, la question du handicap au sein de votre entreprise, enfin, toutes ces boules, ça représente des enjeux. Et puis la localisation dans laquelle elles sont, mais c'est si l'impact, donc l'impact ici et risque et opportunité de l'autre côté, ont été évalués comme importants pour votre entreprise. Et puis vous voyez que finalement, cette CSRD, elle dit, mais vous devez prendre les enjeux, vous devez faire du reporting sur les enjeux qui sont les plus hauts, donc qui sont les plus importants d'un point de vue matérialité financière, d'un point de vue matérialité d'impact et d'un point de vue matérialité financière et matérialité d'impact. Le degré que vous choisissez, ça c'est pas précisé dans la CSRD, et donc il est coutume, en général on prend plus ou moins à la moitié de la ligne matérialité d'impact. Alors, l'enjeu ESRS E1 est-il matériel? Alors, il y a quand même une particularité par rapport à cet enjeu ESRS E1 lié à la double matérialité. Si vous faites votre analyse de double matérialité, donc vous identifiez vos impacts, vos risques et vos opportunités, ils sont assez hauts et donc il s'avère que l'enjeu du changement climatique est matériel pour votre entreprise. Très bien, ce que va vous demander de faire la CSRD, c'est de faire un bilan carbone. Donc, elle va vous demander une quantification assez précise de vos émissions via un bilan carbone. Ce qu'elle va aussi vous demander, c'est d'être transparent sur votre analyse des risques physiques et de transition. Alors, un risque physique, c'est si, par exemple, vous allez être inondé, ou si vous êtes victime des canicules, ça vous impacte beaucoup, c'est physique, c'est le changement climatique qui vous impacte, c'est un risque. Un risque de transition, c'est par exemple les villes qui doivent augmenter la taille de leurs digues, construire des digues plus hautes parce que c'est un fait, l'eau commence à monter, le niveau de la mer augmente et donc on doit s'adapter. C'est plutôt un risque de transition. Ou le prix de l'électricité qui augmente, et cetera, et cetera. Et donc ça, c'est des choses, si votre analyse de matérialité révèle que l'enjeu climatique est matériel, vous devez faire un bilan carbone, une analyse des risques physiques et de transition, et vous devez aussi montrer votre trajectoire de décarbonation, donc votre stratégie en fait. Comment est-ce que vous allez faire pour réduire vos émissions? Ouh, là, il y a si par contre, à la suite de votre analyse de double matérialité, il s'avère que l'enjeu changement climatique n'est pas matériel, dans ce cas-là, vous devez quand même faire un bilan carbone. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, la CSRD, elle va vous demander de justifier. Justifier comment ça se fait que le changement climatique n'est pas matériel pour vous. En pratique, c'est très compliqué de justifier que le changement climatique n'est pas matériel puisque toutes les entreprises, alors à des degrés différents, mais toutes les entreprises émettent des émissions de CO2. Donc c'est très très compliqué en fait de prouver qu'on n'émet pas de CO2. Et pour prouver, pour justifier qu'on n'émet pas de gaz à effet de serre, on a besoin de le faire via un bilan carbone. Alors un bilan carbone, certes, moins fourni peut-être que dans le premier cas où l'enjeu climatique est matériel, mais vous devez quand même faire un bilan carbone. Et en plus, vous devez aussi faire une analyse des risques physiques et de transition pour bien prouver, pour bien justifier que le changement climatique n'est pas matériel. Donc en pratique, c'est compliqué.
Voire impossible. Voire impossible, ouais. Alors, autre peut-être jargon de la CSRD, c'est que une fois qu'on a donc identifié ces impacts, ces risques et ces opportunités, qu'on les a notés sur la matrice, qu'on a donc identifié les boules qui sont les enjeux matériels, il faut derrière fournir des données. Il faut fournir des données pour décrire ces enjeux. Alors, c'est ce que la CSRD appelle un data point. Data point, il ne faut pas se faire avoir, c'est pas forcément des datas. Ça peut être du texte, ça peut être des mots, ça peut être une unité monétaire, des kilowattheures. Data ne veut pas forcément dire chiffre. Donc c'est même d'ailleurs plus souvent le cas qu'on vous demande du qualitatif que du quantitatif dans la CSRD. Ces data points, ils peuvent être soit rien du tout, soit conditionnel ou alternatif. Conditionnel, ça veut dire que c'est conditionnel à une certaine situation. Si vous êtes actif dans le secteur du tabac, si vous êtes actif dans le secteur du charbon, vous allez devoir fournir des data points en plus que des entreprises qui ne sont pas actives dans ce secteur. Les data points alternatifs, on vous donne plusieurs possibilités et vous devez en choisir une. Par exemple, vous voulez faire votre bilan carbone selon la méthodologie du bilan carbone ou selon la méthodologie du GHG protocole, mais vous ne devez pas donner vos émissions selon toutes les méthodes. Vous choisissez une méthode, vous donnez vos émissions selon cette méthode et puis ça s'arrête là. Et donc c'est ce qu'on appelle un alternatif puisque vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Et puis, pour rentrer encore dans le jargon, on a ce qu'on appelle dans la CSRD des dispositions transitoires ou des phase-in. Ces dispositions transitoires, c'est en fait des data points que vous pouvez, dont vous avez en fait un délai supplémentaire pour les fournir. Donc ça, c'est accordé par la CSRD, soit pour les entreprises de moins de 750 employés, soit pour toutes les entreprises. Donc, cette CSRD, aujourd'hui, on est dans le ESRS E1 ici, changement climatique. Avant ça, on avait fait donc un webinaire sur le ESRS 1, principes généraux, et ESRS 2, information générale. Donc ça, ces deux ESRS-là, en fait, c'est ce qui cadre la CSRD, donc ce qui cadre tous ces autres enjeux qu'on appelle thématiques. Donc aujourd'hui, on rentre dans le thème de l'environnement dans le premier ESRS E1, changement climatique. Alors, comment est-ce que ça fonctionne, en fait, finalement, ces ESRS? Il faut bien garder à l'esprit que même si, imaginons, si je reviens à la slide d'avant, donc ici, aucun des enjeux thématiques ne s'est avéré matériel suite à votre analyse de double matérialité, vous avez quand même l'obligation de publier des informations ici qui sont reprises dans les informations générales de l'ESRS 2. Donc ces informations générales, vous devez les publier dans tous les cas. Alors c'est quoi concrètement? On va vous demander comment vous avez fait votre analyse de double matérialité, on va vous demander sur quel marché vous êtes actif, quels sont vos plus gros clients, le board, oui, les organes de gouvernance, comment est-ce qu'ils sont composés, comment ça fonctionne chez vous. Et puis vous avez ce qu'on appelle donc les ESRS thématiques. Et une fois qu'un ESRS thématique, donc ici le changement climatique, est un enjeu matériel, vous avez des data points qui sont obligatoires dans ce cas-là. Ces data points obligatoires, ils peuvent être liés à plusieurs sujets. Dans tous les cas, pour tous les data thématiques, une fois qu'ils sont identifiés comme matériels, on a des data points obligatoires sur ce qu'on appelle les PAC, les politiques, actions et cibles. Donc pour chaque enjeu, pour chaque ESRS matériel, vous allez devoir donner des informations sur les politiques que vous mettez en place, les actions que vous faites pour atteindre ces politiques et les objectifs, les cibles que vous vous fixez. On peut aussi, et ça dépend un petit peu d'un ESRS à l'autre, vous obliger à fournir des informations. Donc ici, ce serait lié au climat par rapport à la gouvernance ou à la stratégie, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis alors, il y a des informations que vous devez fournir si jamais il y a le sous-enjeu de l'enjeu climat, par exemple ici, est identifié comme matériel. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais pour donner un exemple, si vous êtes dans le personnel, si le personnel de votre entreprise est un enjeu matériel et que le handicap, c'est un sujet chez vous, vous allez devoir fournir des informations. Si jamais le sujet du handicap n'est pas un sujet dans votre entreprise, vous ne devez pas fournir les informations. Et puis, il y a ce qu'on appelle les informations volontaires. Donc ça aussi, dans chaque ESRS, la CSRD laisse la possibilité de fournir des informations supplémentaires ou pas, en fonction de si vous voulez les mettre en place et suivre les bonnes pratiques ou pas.
Donc ici, pour donner un exemple, on est dans le SRS du personnel. Vous devez dans tous les cas fournir les data points obligatoires liés à l'ESRS 2. Et puis, vous avez dans ce personnel 13 data points qui sont obligatoires, donc qui sont liés notamment aux politiques, actions et cibles. Et puis, vous avez possiblement, ben voilà, c'est ce que je disais, avec l'inclusion des personnes handicapées, si c'est un sujet pour vous, vous allez devoir donner comme information, par exemple, le pourcentage de personnes handicapées parmi vos employés. Et puis, en volontaire, toujours sur ce thème de l'handicap, vous pourriez, si vous voulez, donc là c'est vraiment volontaire, donner en plus de ça une répartition par genre. Donc si on résume, avant de passer à la suite, on a le SRS 2, donc qui lui est obligatoire dans tous les cas, et où vous avez 133 data points qui sont obligatoires. Alors 133, ça fait peur. Mais en réalité, ça va assez vite parce que, comme je disais, on va vous demander des informations sur vos marchés, sur vos clients, mais on va aussi vous demander si le périmètre que vous avez utilisé pour rédiger votre rapport ESG est le même que celui des états financiers. On va vous demander de dire combien il y a de femmes et d'hommes dans vos organes de gouvernance. Enfin, c'est des choses qui vont assez vite et souvent, vous avez les informations. Et puis alors, il y a ces ESRS thématiques, 5 sur l'environnement, 4 sur les sujets sociaux et 1 sur la gouvernance. Dans ces sujets thématiques, vous allez avoir donc des informations qui sont obligatoires à publier dans tous les cas. Ça, c'est pour l'environnement. C'est notamment pour expliquer comment vous avez fait votre analyse de double matérialité. Ensuite, une fois que il s'avère que le SRS est ou l'enjeu est matériel pour vous, donc ici le changement climatique, vous avez des informations obligatoires à fournir en plus, qui sont liées aux politiques, actions et cibles, à la gouvernance, à la stratégie, au business model. On y reviendra tout à l'heure, pas de souci. Et puis alors après, vous avez donc, si le sous-enjeu est matériel. Donc ici, c'était l'exemple du handicap. Si le handicap est un sujet chez vous, vous avez d'autres informations à publier. Et puis alors, vous pouvez additionner à ces informations les informations volontaires si vous décidez de les publier. Si maintenant on fait le focus sur le SRS E1, donc le changement climatique, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Pour le ESRS E1, il y a 16 data points qui sont obligatoires dans tous les cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous n'avez pas identifié le changement climatique comme un enjeu matériel, il y a 16 data points qui sont à fournir. On va y revenir. Et puis vous en avez 10 qui sont obligatoires une fois que l'enjeu a été identifié comme matériel, donc une fois que le changement climatique a été identifié comme matériel. Et puis vous avez en plus les MDR, donc ça c'est les Minimum Disclosure Requirements, qui reprennent en fait les politiques, actions et cibles. Alors vous voyez, je vous parlais, donc il y a le SRS, le thème général, ici c'est le changement climatique, et puis dans le changement climatique, la CSRD, elle identifie en fait des sous-enjeux. Elle parle donc d'adaptation, d'atténuation au changement climatique et puis d'énergie. Adaptation, atténuation, mais si atténuation, c'est c'est ce que vous mettez en place pour réduire vos émissions. Alors que adaptation au changement climatique, ben, c'est ce que vous mettez en place pour vous adapter au changement climatique. C'est mon exemple tantôt avec les digues, où les villes construisent des digues plus hautes parce que c'est indéniable, l'eau monte et donc il faut s'adapter en fait. Alors, la structure des ESRS que je viens de vous expliquer, appliquée au changement climatique, ça donne quoi? Et donc, vous avez de toute façon ici qui n'a pas été rajouté, mais donc cet ESRS 2, hein, je ne vais pas y revenir. Et puis après, dans ce changement climatique, vous avez 16 data points qui sont obligatoires dans tous les cas. Dans tous les cas, ça veut dire quoi? Que même si l'enjeu changement climatique n'a pas été identifié comme matériel, vous devez fournir ces 16 data points. Alors, ces 16 data points, ils sont basés sur quoi? Ils vous demandent d'expliquer la manière avec laquelle vous avez analysé vos risques climatiques dans vos opérations propres, donc chez vous, et dans votre chaîne de valeur. Donc, en fait, ça fait le lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, où même si le changement climatique ne s'avère pas matériel, vous devez fournir un bilan carbone, on avait dit, et une analyse des risques de physique et de transition. Mais en fait, ça rejoint ici, c'est sous forme ici de data points, de 16 data points. Et puis, vous avez donc les data qui sont obligatoires parce que l'enjeu changement climatique est matériel. Alors, vous en avez 3 qui sont liés à le sujet de la gouvernance. Donc, en fait, on va vous demander si vos organes d'administration
Ils vont recevoir des rémunérations basées sur le fait que vous atteignez ou pas vos objectifs climatiques. Mais ça peut être simplement non. Et dans ce cas-là, c'est non. Si c'est oui, vous allez devoir donner un peu plus d'informations et donc remplir ces 3 data points. Et puis après, vous avez aussi 7 data points, donc toujours liés à ce changement climatique, liés à la stratégie et au business model. Et donc là, on va vous demander de donner une analyse de résilience. Donc, comment vous avez fait pour savoir que voilà, vous avez des risques. Ces risques, vous êtes exposés à un certain degré. Et puis, qu'est-ce que vous mettez en place finalement derrière pour essayer de diminuer en fait l'effet de ces risques. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse de résilience. Et ça, c'est ce que vous devez expliquer dans ces 7 data points qui sont liés à la stratégie, au business model. Et puis donc, vous en avez 32 data points qui sont liés donc aux politiques, aux actions et aux cibles. Donc les politiques que vous mettez en place au niveau du changement climatique. Les actions, une action, c'est nous avons installé 10 000 panneaux solaires. Ben voilà, vous l'expliquez. On va vous demander quand, qui l'a fait, etc. Et puis vous avez les cibles, donc les objectifs. Et puis alors, dans ce changement climatique, on l'a dit, il y a des sous-enjeux. Il y a l'adaptation au changement climatique, l'atténuation et l'énergie. Et dans ces sous-enjeux, il y a des sous-sujets, si vous voulez. Il y a ce qu'on appelle le plan de transition. On va vous poser des questions sur votre mix énergétique, si vous avez des projets d'absorption et d'atténuation des gaz à effet de serre. J'essaie de pas trop rentrer dans la technicité, mais c'est des sujets qui sont abordés dans la CSRD et auxquels, en fait, si vous êtes concerné, vous devez donner des informations supplémentaires. Et donc ici, on vous dit, ben voilà, si, imaginons, tous ces sujets sont après matériels pour vous, ben alors là, à ce moment-là, vous aurez 163 data points à fournir en plus. Mais si, par exemple, la tarification du carbone n'est pas un sujet chez vous, ben les data points liés à la tarification du carbone, vous ne devrez pas les fournir. Et il y a 15 data points qui sont volontaires, donc dans tous ces sujets-là, ceux que je viens de citer, et qui sont sur votre slide, il y a 15 data points qui sont volontaires. Alors ici, on vous a mis quelques exemples. Donc il y a des rapports CSRD qui sont déjà sortis, donc pour les premières entreprises soumises à cette CSRD, donc les entreprises cotées. Ici, un exemple de politique. Une politique, c'est une direction vers laquelle vous allez. Donc ça peut rester assez flou. On vous dit que l'entreprise, son but, c'est de faire des efforts pour limiter son impact sur le climat et l'environnement, et que pour ça, elle inclut toutes ses filiales. Voilà, très bien, ils ont fait une politique. Et puis ils vous disent, mais finalement, sur nos actions, concrètement, pour essayer de limiter notre impact négatif sur le climat et l'environnement, on va faire en sorte que 100% de notre l'énergie qu'on consomme provienne de garanties de certificats avec garantie d'origine. Et puis on dit ici, ben voilà, ils ont mesuré leurs émissions de CO2 en 2024 et ils ont pour objectif de les réduire de 24% en 2027 et puis de 42% en 2030. Autre exemple ici, pareil, hein, ils disent à peu près la même chose, qu'ils veulent réduire leur impact et donc que pour ça, ils veulent être plus efficients d'un point de vue énergie et utiliser, déployer davantage pardon, les énergies renouvelables. Pour ça, pour arriver à cette politique, ils donnent un exemple concret. Alors, il y en a plusieurs, hein. Ici, on a été en chercher que quelques-uns. Ils vous disent que concrètement, en fait, ils chauffent en fait leurs usines avec de l'énergie renouvelable et notamment liée à la biomasse. Et puis après, ils donnent d'autres objectifs. Donc ici, on est dans les cibles. Ces objectifs, ben, on dit par exemple qu'ils veulent réduire leurs émissions de 55% en 2025 et de 100% en 2030 sur le scope 1 et le scope 2. On va y revenir plus tard. Alors, sur ces data points, donc si on prend l'ensemble des data points qui sont liés au changement climatique, et que maintenant on fait le focus entre ceux qui sont obligatoires, donc obligatoires dans tous les cas ou obligatoires une fois que l'enjeu est matériel, et ceux qui sont obligatoires une fois que le sous-enjeu est identifié comme matériel. Mais d'abord, les tout premiers qu'on appelle data points obligatoires, là, il n'y a pas de data point qui est conditionnel ou alternatif. Une fois qu'on passe dans les data points qu'on appelle thématiques, donc là qui sont liés aux sous-enjeux, on a quelques exemples de data points conditionnels et on a un exemple de data point alternatif. Alors conditionnel, par exemple, ici c'est quoi? Mais on va vous demander de donner le montant du CAPEX qui dépend des activités du charbon.
chez vous. On va vous demander un peu plus de données à fournir sur votre plan de transition si vous êtes dans le secteur du gaz, du tabac ou du pétrole. Au niveau de l'alternatif, mais en fait, on va vous demander d'expliquer votre scope 3. Alors, scope 3, on va y revenir. Mais donc, c'est un concept qui est lié au bilan carbone et c'est notamment lié à la méthodologie du bilan carbone que vous utilisez. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous utilisez une méthodologie bilan carbone, GHG protocole ou une autre méthodologie, la définition de ce qu'on appelle le scope 3, on va y revenir, peut changer en fait. Et donc là, la CSRD, elle vous dit, bah, très bien, en fonction de ce que vous choisissez, expliquez-moi ce que vous avez inclus ou pas dans le scope 3. Alors, en ce qui concerne les phases transitoires, donc phase transitoire, c'est les délais supplémentaires qu'on vous donne. Au niveau des data points obligatoires, ça c'est super intéressant. On vous dit que pour les entreprises qui ont moins de 750 employés, en fait le scope 3, donc c'est la plus grosse partie du bilan carbone, vous avez 1 an supplémentaire pour la fournir. Donc ça c'est hyper intéressant et on va y revenir aussi. Au niveau des data points thématiques, donc à nouveau ceux que vous devez fournir une fois que le sous-enjeu est matériel, c'est tout ce qui concerne les incidences financières. Là, tous les data points qui sont liés à ces incidences financières, vous avez entre 1 an et 3 ans de délai supplémentaire en fonction du data point. Et ça, c'est pour toutes les entreprises, pas forcément celles qui ont moins de 750 employés. Un exemple, par exemple, de cette incidence financière, ça pourrait être le pourcentage du chiffre d'affaires qui est concerné par un risque physique. Donc, vous pourriez aussi devoir donner le montant des immobilisations par type de PEB. Donc, vous allez devoir classer toutes vos immobilisations que vous possédez par le type de PEB que vous avez. Toutes ces informations-là, c'est des informations que vous pouvez avoir un délai supplémentaire pour les fournir. Si maintenant on rentre un peu plus concrètement dans le sujet du bilan carbone, comment est-ce qu'on calcule ces émissions? Parce qu'on sait que souvent, les entreprises qui sont soumises à la CSRD, c'est des grands groupes, en fait, des groupes avec beaucoup de filiales. Et donc, finalement, comment est-ce qu'on fait pour compter ces émissions de CO2? Alors, la règle, c'est de dire, quand vous devez aller chercher ces émissions de CO2 et les calculer, vous devez reprendre le même périmètre que celui des états financiers. Ça, c'est la règle de base. Si vous avez des filiales qui sont incluses dans votre périmètre financier, vous reprenez leurs émissions. Et en plus de ça, la CSRD, elle dit, vous devez aussi inclure les entités que vous avez sous contrôle opérationnel. Alors, contrôle opérationnel est défini comme l'entreprise qui a la capacité de diriger les activités opérationnelles, les relations de l'entité, du site, de l'opération ou de l'actif. Grosso modo, vous vous occupez vraiment de l'opérationnel dans une entité sans spécifiquement avoir d'autres contrôles et le contrôle financier. Et dans ce cas-là, vous devez donc inclure les émissions de CO2 de la filiale. Alors, je vous avais promis qu'on allait vous expliquer un peu mieux ce que c'était Scope 1, Scope 2, Scope 3, pour ceux qui sont un peu moins familiers. Scope 1, c'est toutes vos émissions directes qui sont liées à votre consommation énergétique. Donc, par exemple, le chauffage, vos voitures de société. Non, ça s'appelle... Ah, si. Le scope 2, c'est toutes vos émissions indirectes liées à votre consommation d'électricité, donc ce que vous achetez en électricité. Et puis le scope 3, en fait, c'est tout le reste. C'est toutes ces émissions qui sont indirectes, qui sont liées au transport de vos marchandises, à votre emballage, aux déchets que vous utilisez, au déplacement de vos consommateurs, tout ce que vous achetez aussi, ça c'est important. Donc tout ça, c'est ce qui revient dans le scope 3. Et c'est souvent la plus grosse partie. Alors, comment est-ce que donc je dois inclure ces émissions de CO2 en fonction du pourcentage que je détiens de ma filiale? Si vous détenez une filiale à plus de 50%, donc en fait vous avez un contrôle financier de fait sur cette filiale, vous devez prendre donc toutes les émissions du scope 1, scope 2, scope 3 de la filiale, vous devez les prendre chez vous, donc dans le bilan carbone en fait de la société mère. Si vous détenez une filiale entre 20 et 50%, là, vous avez une influence notable, mais vous n'avez pas spécialement de contrôle financier. C'est là que va intervenir la notion de contrôle opérationnel. Donc, si vous avez le contrôle opérationnel, mais c'est exactement comme si vous aviez plus de 50%. Donc, vous devez inclure toutes les émissions de la filiale dans le bilan carbone de la société mère.
Par contre, si vous n'avez pas de contrôle opérationnel, et là ça devient un peu technique, ça veut dire que les émissions du scope 1, 2 et 3 enfin, les émissions du scope 1 et 2, donc liées à l'énergie globalement, très résumé, vont être mis dans le scope 3, donc dans les émissions indirectes de la société mère au prorata du pourcentage de contrôle qu'elle détient. Donc si elle détient 22%, ben, ce sera fois 22%. Et puis alors, pour les filiales que vous détenez avec moins de 20%, c'est à nouveau donc ce contrôle opérationnel qui va importer. Si vous avez contrôle opérationnel, vous devez de nouveau inclure toutes les émissions de la filiale dans le scope 1, 2 et 3 de la mère. Par contre, si vous n'avez pas de contrôle opérationnel et que vous détenez moins de 20%, dans ce cas-là, vous ne considérez pas les émissions de cette filiale. En aucun cas, elles n'interviennent, ces émissions, dans le bilan carbone de la société mère. Donc ici, c'est un exemple graphique pour un petit peu résumer ce que je viens de dire. Donc, vous avez l'entreprise déclarante A, donc votre société mère, qui possède différentes filiales. Les filiales, donc les émissions de cette filiale, elles vont être prises dans le scope 1, 2 et 3 de la société mère, donc en fonction de, ben voilà, si c'est des émissions qui s'apparentent au scope 1, au scope 2 ou au scope 3, ils vont être classés dans le scope 1, le scope 2, le scope 3 de la société mère. Et puis, vous avez les entités sous contrôle opérationnel. En fait, c'est exactement le même principe que pour les filiales. Une fois que vous avez un contrôle opérationnel, ça fonctionne comme si c'était, en fait, c'est considéré comme si c'était une filiale. Ce qui, par contre, est intéressant, c'est finalement les émissions des entreprises en amont de votre chaîne de valeur et les émissions des entreprises en aval de votre chaîne de valeur. En fait, les entreprises en amont, elles doivent être incluses dans le scope 2 ou le scope 3 de la société mère, alors que les sociétés en aval, elles seront seulement dans le scope 3 de la société A. Ça devient vraiment très, très technique, mais c'est important de le présenter aujourd'hui. Je peux dire un petit mot. Oui. Peut-être juste dire un petit mot là-dessus. Donc, en fait, dit autrement, dans un bilan carbone, l'énergie, donc les kilowattheures que vous consommez dans vos bureaux, dans vos entrepôts, ça va dans votre scope 2. Donc, c'est l'électricité que vous achetez. D'accord? Le carburant des voitures de société, ça vient du scope 1. Donc, autrement dit, l'énergie, scope 1, scope 2, c'est toujours c'est 10% de votre bilan carbone. D'accord? Vos achats, donc pour les personnes qui ont une fibre un petit peu plus comptable ici, tout ce que vous achetez, tout ce qui rentre dans votre compte 60, 61 ou qui est immobilisé, donc toutes les factures qui vous sont adressées et que vous payez, arrivent dans votre scope 3, donc doivent arriver dans votre bilan carbone. Donc les entités en amont dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire vos fournisseurs, donc vraiment les factures que vous payez, toutes les factures que vous payez arrivent dans votre bilan carbone. Si vous payez, j'invente, 50 000 euros de béton, eh bien vous avez acheté des mètres cubes de béton. Ça rentre dans votre bilan carbone. Et, spoiler, euh, les achats comptent toujours pour le plus gros poste d'émission d'un bilan carbone. Quasiment toujours. Et alors, sur le bas, les entités qui ne sont pas contrôlées par vous dans votre chaîne de valeur, typiquement vos clients, eh bien, si vous vendez, donc je prends l'exemple de Lenovo ici, l'ordinateur qu'on utilise pour ce webinaire, pour que Lenovo utilise, il a besoin d'électricité. Donc nous, en aval, nous sommes clients de Lenovo. Eh bien, l'énergie dont nous avons besoin pour faire fonctionner cet ordinateur est dans le bilan carbone de Lenovo. Donc, les émissions, sans grande surprise, vous comprenez bien, du scope 3 comptent pour, je vous dis en général, 90% du bilan carbone d'une entreprise. Voilà, pour la petite précision. Donc, ce qui est bon à savoir, finalement, c'est que ce bilan carbone que vous faites la première année de reporting, vous allez quasiment devoir l'updater chaque année, puisqu'en fait, ce que vous demande la CSRD, c'est que le scope 1 et le scope 2, donc c'est ce que Stéphanie vient de vous dire, hein, ça représente 10%, en général, c'est la plus petite partie, vous allez devoir le revoir chaque année. Et la CSRD, elle vous dit, les plus gros postes du scope 3, typiquement les achats, ça, vous allez devoir aussi le revoir chaque année. Les plus petits postes, donc ce qui est moins important dans votre bilan carbone, vous pourrez par contre le revoir tous les 3 ans.
Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quasiment chaque année, vous devez refaire l'entièreté de votre bilan carbone. Alors, je vous rassure, la première année, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut aller chercher les données, on ne sait pas forcément où aller les chercher, à qui s'adresser. Au fur et à mesure, on sait, c'est des process enfin, on se rôde à ça, on se drille à ça. Et donc, ça prend beaucoup moins de temps, même si il faut l'updater chaque année. C'est vraiment beaucoup moins time consuming que la première année. Alors ici, pour vous donner d'autres exemples de finalement comment est-ce qu'on fait du reporting sur ce bilan carbone dans la CSRD. Ici, vous avez un premier exemple où donc on vous parle l'entreprise a fait la distinction donc entre scope 1, scope 2, scope 3, et elle vous donne une petite explication sur ce qui est majoritaire dans ce scope 1. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont beaucoup d'émissions dans le scope 1? Ils vont par exemple vous parler de leur voiture de société, ici c'est le cas. Et puis on va vous dire pour le scope 2 que voilà, ils ont ou pas utilisé de l'énergie renouvelable. Pour le scope 3, ils vont vous dire bah, c'est nos achats. On achète beaucoup de béton, ça plombe notre résultat. On a énormément de déchets, même si les déchets en général, ça prend pas beaucoup de place. Mais voilà, on explique un peu pourquoi et d'où viennent ces émissions, en fait, quels sont les plus gros postes. Et puis après, de temps en temps, dans certains rapports, on voit que les entreprises se fixent des objectifs par rapport donc, à ces scope 1, scope 2, scope 3. Ici, l'entreprise, elle veut s'engager à réduire de 42% le scope 1. Elle veut que 100% de son énergie soit renouvelable pour le scope 2 d'ici 2030. Et elle espère, dans son scope 3, donc c'est ce que Stéphanie expliquait avec les fournisseurs et les clients, ici, elle espère que 40% de ces fournisseurs vont adopter une trajectoire pour diminuer le carbone assez exigeante, donc basée sur l'initiative qu'on appelle Science Based Target. Autre exemple ici, ils ont regroupé Scope 1 et Scope 2 au niveau des émissions. C'est la même chose. Ils expliquent grosso modo d'où ça vient. Ils donnent les montants aussi, qui sont à 105 000 tonnes de CO2 pour le Scope 1 et le Scope 2. Ils expliquent d'où ça vient. Et puis, Scope 3, pareil. Ils donnent les montants. Ils donnent notamment ce qu'ils voudraient réduire. Et voilà, vous voyez que là, on fait un peu plus chacun à sa sauce, entre guillemets. Donc chacun est un peu plus libre d'expliquer comme il l'entend, si ce n'est que la CSRD veut des explications sur le scope 2, le scope 1, le scope 2 et le scope 3, et que vous fixiez des objectifs pour pouvoir réduire vos émissions. Alors, en conclusion de ce webinaire, ce qui est important à retenir au niveau du bilan carbone, il faut retenir que donc finalement l'exercice de faire un bilan carbone, il est obligatoire dans tous les cas. Pourquoi? Parce que même si l'enjeu du changement climatique n'est pas matériel pour vous, on vous le demande de justifier via un bilan carbone. Donc, on est d'accord que le niveau d'exigence du bilan carbone varie, mais dans tous les cas, en fait, faire un bilan carbone, c'est déjà vous lancer c'est déjà la première étape pour vous lancer sur cette ESRS E1. Alors, donc, important aussi à retenir, à garder à l'esprit, le bilan carbone, il va devoir être mis à jour chaque année, en sachant donc que ça prendra moins de temps d'année en année, mais n'empêche, les plus gros postes doivent être mis à jour chaque année. Autre chose qui est importante et qui, là, va peut-être changer, on verra le 26 février, mais dans tous les cas, dans l'état actuel des choses, les entreprises de moins de 750 employés peuvent avoir un an supplémentaire pour donner leurs émissions, fournir les données sur le scope 3. Au niveau de la double matérialité, ben, vous l'avez compris, alors en théorie, on peut y déroger au changement climatique sur base de l'analyse de double matérialité. En pratique, c'est impossible. Enfin, je ne vois pas en fait dans quelles circonstances une entreprise arriverait à prouver qu'elle n'émet aucune émission de CO2 et qu'elle n'a même pas d'objectif de réduction. Donc voilà, en pratique, en fait, ça a été bien construit. Finalement, c'était ça, hein, la CSRD, c'était un peu l'idée derrière, ne voulait pas qu'on puisse passer outre le changement climatique et donc c'est arrangé dans la manière de construire cette directive pour que l'enjeu climat, en fait, et le bilan carbone soient toujours obligatoires. Et puis, il y a ce qu'on appelle donc le plan de transition.
On en a un peu moins parlé aujourd'hui, mais donc c'est vraiment ce plan de transition, il est composé donc d'une analyse des risques, donc vos risques physiques et de transition. Et donc ici, ce plan de transition, en fait, il est aussi rendu obligatoire, au même titre que le bilan carbone, en fait, c'est le même exemple. Si l'enjeu n'est pas matériel, vous devez prouver que vous avez fait l'analyse de risque physique et de transition. Et donc, ça revient à faire un plan de transition, en fait. Voilà. Je crois qu'on en a fini et on est dans les temps, donc ça va. Oui. Je te repasse la main. Oui, mais donc merci, merci à toutes et à tous. J'espère que ce webinaire a quelque peu démystifié le contenu de un bloc parmi 10. Le prochain webinaire aura, donc on va parcourir les 10 blocs, hein, les 10 thématiques. Vous pourrez retrouver tous les webinaires sur notre site internet pour pouvoir vous inscrire à l'avance. Donc, je pense que d'ici le mois de mai, on aura couvert tous les ESRS. Et alors, avant de vous laisser, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le petit onglet, donc questions-réponses. Et alors, j'en vois déjà deux de Fabrice auxquels on va répondre. Alors, Fabrice qui demande les 17 ODD sont-ils directement liés et intégrés dans les ESRS et Data Point que vous présentez? Alors, non. Les ODD, ça n'a rien à voir ici. Euh, Enfin, tout est lié, bien entendu. Mais les 17 objectifs de développement durable, c'est un cadre qui est fixé par les Nations Unies pour donner au monde entier une vue sur ce que devrait être le monde en 2030. Et donc, vous avez 17 objectifs de développement durable. Alors, ça peut être utilisé, on l'utilise encore hein, en entreprise pour se dire, ah bah tiens, nous, en tant qu'entreprise, sur quel des 17 objectifs de développement durable on peut agir le plus? Il y a bonne santé, bien-être, le climat, la vie terrestre, etc. etc. Dans les 17 ODD, vous avez l'ODD 13 qui est relatif au changement climatique, mais qui revient à dire que il faut adresser ce sujet du changement climatique. Mais il faut quand même scinder le reporting ESG et les ODD, c'est pas vraiment la même chose. On peut s'en servir, bien entendu, mais c'est pas vraiment la même chose. Alors, autre question. Autre question, les outils de certification Bicorp et EcoVadis permettent-ils de faciliter la rédaction de ce rapport? Oui et non. Existe-t-il des interfaces entre ces outils et les obligations de CSRD, CSRD friendly? Quelle différence majeure entre ces deux outils? En fait, il faut bien distinguer deux choses. Vous avez les normes de reporting. C'est comme en finance. En finance, il y a des normes pour faire. On ne fait pas de la comptabilité n'importe comment, il y a des normes. Et puis après, il y a des labels. Les labels, c'est différent. Un label, ça émane du secteur privé. Et comme je vous ai expliqué au tout début du webinaire, le problème dans l'ESG, c'est que contrairement à la finance où il y a une norme et une obligation, en ESG, il y a une norme qui existe depuis 30 ans et le référentiel, ça s'appelle le GRI, Global Reporting Initiative. Mais il n'y a pas d'obligation. Donc, il a émané du privé, puisqu'il n'y a pas de gendarme, entre guillemets, il a émané du privé, des organismes privés, type Ecovadis ou Bicorp, qui se sont dit, bah tiens, puisqu'il n'y a aucune obligation et que tout le monde fait un peu n'importe quoi, nous, on va faire le gendarme. Et donc, on va aller donner des labels aux entreprises qui font les choses bien, puisqu'il y a des centaines et des milliers d'entreprises qui font les choses bien, mais elles ne sont pas récompensées puisqu'il n'y a aucune obligation. Donc, ces labels, donc distinguez bien des normes et des labels, Ecovadis et Bicorp, ce sont des labels qui émanent du privé. Alors, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bah, puisque nous, on doit être gendarmes et on doit certifier que ceux qui font du reporting le font bien, bah, on va créer toute une série de questions, s'assurer qu'ils font des bilans carbone, scope 1, scope 2, scope 3, s'assurer qu'il y a des politiques, s'assurer qu'il y a des actions, s'assurer qu'il y a des cibles. OK, donc, à partir du moment où vous avez une certification aujourd'hui, EcoVadis ou Bicorp, vous avez dû prouver EcoVadis, vous avez dû prouver à EcoVadis et Bicorp, on va appeler ça les gendarmes, que vous aviez une politique ESG. Donc que vous aviez un rapport de durabilité, que vous aviez déjà tout ça. Donc en toute logique, si vous êtes déjà certifié EcoVadis ou Bicorp, j'ai envie de dire que ça va être relativement facile de faire votre rapport ESG. Par contre, si vous ne l'êtes pas, alors non, c'est absolument pas ça qui va vous aider.
Et alors ensuite, il y a évidemment sur le marché, et vous pouvez l'imaginer depuis un an ou deux, des dizaines de logiciels qui se sont lancés sur l'interfaçage pour pouvoir aider à créer un rapport ESG. Mais en vrai, un rapport ESG, c'est du texte, c'est des KPI, c'est avant tout de la compréhension et de l'animation en comité de direction de tous ces sujets-là, beaucoup plus qu'un logiciel. Parce que c'est un logiciel, on doit écrire du texte et donner des chiffres, donc c'est pas très... Pour la CSRD, c'est pas bien compliqué. Pareil pour la double matérialité, c'est pas bien compliqué. En revanche, pour la comptabilité carbone, là oui, il faut travailler avec des logiciels. Nous, on travaille avec Tapio pour tous nos bilans carbone, mais et il y en a d'autres, mais là, il faut travailler avec des logiciels parce que là, il y a des calculs derrière. C'est pas un simple et simple interfaçage, entre guillemets. Alors, je prends une autre question. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Non, ça me paraît bien. Complet. Alors, une autre question. Emmanuel Mosset. Bonjour, Emmanuel. Content de te voir, de te lire. Il existe une certification pour les experts en bilan carbone. Cette certification est essentielle pour garantir la qualité des analyses, oui, absolument, et recommandations pour réduire ses émissions. Donc oui, donc ce n'est pas une question d'affirmation, mais oui. Alors, attention, certification bilan carbone. Il n'y a pas de... Pour faire un bilan carbone, il faut, il faut se caler, de nouveau, je répète, il faut se caler sur les normes. Donc, il existe... Et alors, il y a deux normes en bilan carbone. C'était sur un des slides pendant la présentation. Il y a le bilan carbone qui est utilisé depuis des années. C'est une norme qui émane de la France, qui permet de ranger les émissions beaucoup plus simplement qu'avec la deuxième norme. Mais la deuxième norme dont je vous parle maintenant, ça s'appelle le GHG protocole. Et c'est cette norme-là qui est demandée dans à peu près tous les reporting, quoique la CSRD n'impose pas Pas l'un ou l'autre. l'un ou l'autre. Donc la CSRD n'impose pas le GHG protocole, n'impose pas bilan carbone, n'impose pas autre chose. Oui, c'est reconnu. Mais le GHG protocole, c'est ce principe du scope 1, scope 2, scope 3. Nous, on fait toujours les bilans carbone aux deux, et bilan carbone et GHG protocole, parce que comme ça, on a les scopes. Et en bilan carbone, c'est beaucoup plus facile de ranger les émissions. Mais par contre, effectivement, Manu, comme tu dis, il faut pas faire son bilan carbone n'importe comment. Il faut bien respecter le guide, les normes. Voilà, alors je ne vois pas d'autres questions. Si vous en avez, c'est le moment, Oui. c'est l'instant. Il nous reste quelques minutes avant de vous laisser. Et si vous n'en avez pas, c'est que c'était très clair. Alors ici, on est sur un sujet, peut-être avant de vous laisser, on est sur un sujet CSRD qui touche au bilan carbone. Je dis toujours que le bilan carbone, si on compare ça à une maison, l'ESG, c'est la maison et le bilan carbone, c'est la cuisine. On ne sait pas vivre sans manger, donc il nous faut une cuisine. Par contre, un dressing, on peut s'en passer. Donc le bilan carbone, c'est vraiment quelque chose hyper important dans la maison ESG. Et on compte par ailleurs faire dans les semaines qui arrivent un webinaire qui est vraiment spécifique sur la manière de faire un bilan carbone, quel type de flux on prend en compte. Ici, on a voulu faire un focus vraiment CSRD avec les data points, etc. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Et voilà, je ne vois pas d'autres questions. Donc on va vous laisser. On vous remercie évidemment pour votre présence. Et alors, je vois une publication. Violaine, merci Violaine, hâte des prochains webinaires. Donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, dites-le nous aussi en commentaire, ça nous fait plaisir puisque en format webinaire, évidemment, on doit couper vos micros, on ne sait pas parler avec vous, mais n'hésitez pas à nous le dire, ça nous fait plaisir. Je vois Laure qui demande, merci pour la présentation. Alors on peut partager les slides si vous le souhaitez, il suffit de nous écrire et on vous les enverra. Et il sera disponible en replay aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à nous écrire. Voilà, donc merci encore pour votre présence et puis à bientôt pour les prochains. Au revoir tout le monde. Voilà, au revoir.